Bienvenue dans Sérendipité. Salut! Aujourd'hui on parle avec Delphine, qui est étudiante à l'école d'architecture de Lyon. J'ai pu la voir pendant une conférence où elle parlait de ses recherches sur la démocratie patrimoniale en Italie. Le sujet m'a intéressée et je l'ai contactée pour pouvoir en parler un peu plus. Allez, bonne écoute! Voilà, bonjour. Ah, salut! Ça doit faire un peu bizarre parce que je suis un peu enfermée, je vis un peu enterrée Non, c'est pas en grave. Italie, donc du coup ça fait un peu, je suis toujours enfermée quoi, mais du coup ça va. Ok. Ah, t'es encore en Italie là du coup? Ouais, je suis encore, justement aujourd'hui j'ai vu un de mes profs qui a un studio d'archi, chez qui je vais certainement faire un stage l'année prochaine. Ok. Donc du coup, parce que je fais une année de césure, donc du coup ça va être en Ah, continu trop dans le bien. délire italien. Voilà. Ok, ah, c'est super! Et du coup, là, tu fais quel master en fait? Patrimoine, j'imagine? Enfin, Alors, vu que c'est un peu compliqué avec les masters, moi, on va dire, je fais le mémoire en HD, donc le patrimoine, architecture, héritage et durabilité. ok. Après, pour le projet final, pour le PFE, je pense aller en alt, mais pour le moment, j'y suis pas inscrite dedans puisque je veux Ah, faire une année de césure. En fait, les ok. stages de M1, tes trucs que tu vas faire en M1, tes cours en M1 sont pas forcément liés. Par contre, il faut que tu fasses quand même attention quand tu les. Enfin, ils vont tout vous expliquer quand il sera, donc Ok, t'inquiète pas ok, avec ça. non, d'accord. Parce que tu as plein de domaines d'études et en soi, il faudra que tu Mm, fasses quasiment tout. En fait, si tu fais pas d'Erasmus ou de trucs comme ça, tu as un peu tout touché, on va dire. C'est juste qu'il faut ok, être à peu près stratégique si tu sais déjà dans quel domaine d'études tu veux faire ton PFE, faut que tu sois un peu stratégique parce que tu pourras pas le prendre dans M1. Enfin ok. bref, c'est des trucs un peu compliqués. On aime l'école d'archi à Lyon, toujours très complexe, mais du coup, voilà. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Je pense que c'est un Oui, peu non, tous comme ça, clairement. c'est On super. va en Erasmus après, tu te dis, bon, on n'est peut-être pas si mal loti que ça, en fait, mais ça va. Ok. Ouais, du coup, en fait, comme je t'avais dit, je t'avais vu à la conférence de l'année dernière. Enfin, c'était Ouais, le truc ouais, pour les carnets de Rome. Du coup, tu avais ouais. abordé un peu ton. C'est ça, c'était un mémoire de troisième année? Je sais pas si on peut appeler ça C'était comme le ça. rapport d'études, en fait, Le que tu rapport feras l'année d'études. prochaine. Ouais. Ok. C'est ça. Rapport d'études sur la démocratie patrimoniale, c'est ça? Je me Ouais, trompe pas. alors c'est le terme, donc déjà, le terme est particulier que le terme de démocratie patrimoniale, il peut même paraître un peu naïf comme ça, à proprement parler, parce que c'est un peu utopiste. Tu te dis, oui, l'architecture qui peut te mener vers une autre forme de parti politique. Enfin, c'est pas de parti politique, mais de forme de régime politique. Et en fait, dans l'idée, c'est pas. Disons que dans les slides au début, je sais pas si tu te souviens, j'avais fait un truc genre théocratie patrimoniale, autocratie Ouais. patrimoniale, des trucs comme ça. En fait, l'idée, c'est surtout, avec ce mot un peu fort qui porte un peu à réfléchir, l'idée c'est de dire que le patrimoine, qui dit le patrimoine, ce serait plutôt la société civile. Donc en fait, les gens qui vivent au quotidien le patrimoine et pas par exemple un groupe d'experts qui s'éloignent peut-être de ce que peut être le patrimoine, ou même Mm. quand je parlais par exemple il y avait théocratie patrimoniale, que la religion par exemple te dise que ça fait patrimoine et que ça fait pas. Enfin voilà, l'idée étant de partir d'une base démocratique dans l'idée de démos du pouvoir au peuple, en fait, du pouvoir au Ok. peuple qui dit qu'est-ce que le patrimoine. C'est surtout ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis déjà en train de. Ça plaisait pour le rapport d'études, mais pour le cadre d'une continuité dans le mémoire, on est plus sur quelque chose qui serait à retravailler le terme, parce que le terme peut Mm. paraître vraiment naïf ou juste Ok. provocatoire, ce qui était un peu l'objectif, mais voilà, on va Ouais, voir un peu comment ça évolue. ok. Ok, d'accord. Donc en Et fait, donc, un peu pour vulgariser un peu la chose, en fait, le principe ce serait d'impliquer plus les gens à leur échelle plus locale dans les questions de patrimoine, en fait. c'est un C'est peu ça. ça. En fait, c'est le processus que je décris. Je me base sur ce que fait l'Agenzia del Demanio. C'est une entité publique qui a un certain nombre de propriétés publiques. C'est un peu l'équivalent de la direction de l'immobilier de l'État en France, qui est reliée au ministère de Bercy, donc le ministère de Mhm. l'économie. Et en fait, cette entité-là publique a un certain nombre de biens qui sont de biens publics. Et eux, ils sont en train de faire un espèce de programme depuis 2016-2017, je me souviens plus exactement, un programme en fait où ils mettent en lien différents biens qui sont de leur propriété, mais qui ont des caractéristiques un peu communes. Genre ils ont fait le premier programme, c'était un programme de phare. Deuxième programme, c'était un programme plus lié à des édifices le long de parcours
comment dire, touristique, enfin, souvent pédestre, ou que tu veux faire aussi de pistes cyclables, ce genre de choses, donc assez touristique. Et l'idée étant ils expliquent vraiment au début de leur page d'intitulé qu'ils veulent s'adresser à des associations, de manière générale. Ce qu'ils appellent le tiers secteur, en gros, enfin, terzo settore en italien, qui est notre équivalent des associations, fondations et tous ces trucs-là. Et donc, en fait, ouvertement, ils veulent que ce soit pas ouvert, ils veulent que ce soit ce type d'association qui réutilisent ces biens-là, parce que la plupart de ces édifices-là sont abandonnés, inutilisés, ou ils sont pas en mesure de s'occuper de ces biens-là. Et du coup, la chose que j'ai trouvé intéressante, c'est qu'ils ne cherchent pas à spéculer, ils ne cherchent pas forcément à vendre absolument ou à faire un truc qui s'appelait tirer des sous. Ils cherchent quand même d'en tirer un bénéfice qui va au-delà du financier. Et en gros, ce que j'ai voulu, l'idée de démocratie, c'est que quand tu regardes les projets qui se font après, quand c'est des associations qui s'occupent de réutiliser ces biens-là, tu as l'impression qu'ils développent des programmes qui sont vachement assez différents, qui sont aussi les entités en elles-mêmes d'associations. C'est souvent des consortiums, différentes associations qui se mettent ensemble et qui cherchent un peu à mettre une politique interne qui est un peu particulière. Et du coup, ils cherchent aussi à faire presque des référendums, si tu veux, au niveau du quartier, pour essayer de savoir qu'est-ce que les gens ont besoin à cet endroit. Et du coup, ça peut se faire en ce lieu-là. C'est pour ça que moi, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était, par exemple, une poudrière en fait réhabilitée. Et cette poudrière-là, en fait, c'est devenu un endroit où tu as des endroits, par exemple, qui sont des ateliers qui sont au même je sais plus comment dire, ateliers ou des associations qui permettent d'intégrer des handicapés. Tu as des trucs un peu service Pôle emploi, tu as des cours un peu de langue et même pour aider dans les démarches administratives des étrangers. Enfin, tu as plein de trucs comme ça qui sont une salle un peu d'ouverte. Et si tu veux, moi, j'ai l'impression que ces lieux-là étaient un peu des points de départ à des formes de démocratie un peu plus directes. C'est aussi pour ça que j'utilisais le terme. Maintenant, voilà, c'est hyper utopiste, c'est tout ce que tu veux. Surtout que j'ai découvert, en vivant en Italie, là, vu que ça fait 10 mois quand même que j'y suis, j'ai quand même découvert la force du pouvoir religieux, qui est un truc en France qu'on ne capte pas. Enfin, tu te rends pas compte, en fait, quand on est... Tu le sais, tu vois, mais tu t'en rends pas compte quand tu es sur place. Mais ils ont un pouvoir, c'est effrayant, en fait, parce qu'ils ont effrayant pour nous, Français, qui sont... Comment dire, pour nous, c'est quelque chose qui est séparé, c'est impossible c'est une part administrative, ça fait partie, je crois qu'il y a même il me semble, si je dis pas de bêtises, mais des gens m'ont dit qu'il y avait même certains membres de l'église qui font partie du conseil politique, donc c'est-à-dire que tu n'as vraiment pas de séparation, très peu, et ils ont même un certain nombre d'avantages, et leur propriété même publique, justement pas public, privé, justement, vu que c'est religieux, est énorme en Italie. Donc du coup, et même c'est qu'eux aussi, ils font partie d'un certain nombre d'associations. C'est que tu as plein de, genre la Caritas et des trucs comme ça, c'est des associations qui te donnent des soins ou qui vont te donner des cours ou même des trucs de musique. La plupart du temps, c'est géré par les entités ecclésiastiques. De même que ton salaire, en général, il y a un truc qui s'appelle le 8 pour 1000, qui est en fait une espèce de taxe obligatoire que tu dois donner forcément à une entité religieuse de ton choix. Ah ouais. Enfin bref, c'est hyper bizarre, tu vois. Donc du coup, moi, j'ai l'impression que ça devient un sujet qui devient vraiment difficile. Ouais. Et même, tu as l'autre côté où tu as le côté mafieux. Je crois que vous avez parlé est-ce que vous toute une réutilisation des biens confisqués à la mafia. Et du coup, j'avais fait un cas d'étude qui était super intéressant et qui était à Reggio Calabria, qui était genre l'ex-maison d'un boss de la Camorra, qui a été réutilisé. Le mec, il s'est fait un petit capitole devant sa maison, quand même, pour te dire, c'est mourir de rire. Et en gros, le truc, c'est une association maintenant de lutte contre la mafia, justement, qui est dedans. Bref, c'est ironique. En fait, t'as plein de trucs à pousser là-dedans qui est super intéressant. Enfin, si ça t'intéresse, c'est assez... Moi, c'est juste que je flippe. Sincèrement, j'ai peur d'aller dans ces trucs-là, parce que tu te poses un peu la question de ta légitimité là-dedans en tant que Française. T'as un point de vue extérieur, du coup tu comprends mieux certaines choses que certains Italiens sont trop dedans, donc du coup ils ont un peu de mal à prendre du recul. Mais bon, c'est quand même vraiment spécifique à l'Italie, qui est un pays hyper fragmenté, qui est vraiment, je t'assure, d'une ville à l'autre, ils parlent pas la même langue. Enfin, c'est... Ok. Moi, je t'avoue qu'en revenant, j'ai appris beaucoup de choses sur l'Italie en venant ici, et c'est vrai que c'est... J'avoue, il faut vraiment que je définisse mieux mes limites pour le mémoire, parce que je m'attaque à un truc qui est plus grand que moi, et c'est vrai que c'est un peu effrayant. Mais bon, faut voir, hein, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. Et par contre, je suis allée en Italie parce que justement, ce que fait l'Agenzia del Demanio, ça n'existe pas en France.
Ils ont fait un rapport, les députés, je crois, justement, par rapport à ça, en disant que l'Italie pouvait être un exemple à suivre. Mais en France, en gros, leurs biens inutilisés qui sont de l'État sont des trucs qui sont en vente sur un site internet sans grande attention portée à essayer de les mettre un peu en avant d'une manière ou d'une autre. Parce que ce que fait l'Agenzia del Demanio, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils cherchent, dans ces programmes-là, ils mettent en lumière un peu des édifices justement particuliers grâce au fait qu'ils les mettent en réseau entre eux, en fait. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs projets de réhabilitation de ces trucs-là, en soi, ils s'alimentent chacun pour créer une dynamique un peu particulière, quoi. Après, voilà, tu as la dynamique là qui est la dynamique plus liée à un développement touristique et ce genre de trucs-là, et tu as la dynamique aussi plus liée à des associations, quoi. Voilà, c'est un peu le cœur de mon sujet quand j'en parlais. Et voilà. Faut que je continue maintenant parce que si tu veux, j'étais un peu en stand-by pour le moment en fait, depuis mars, depuis que je suis rentrée, on va dire que j'ai un peu mis en suspens parce que j'ai un projet de restauro que j'ai fait pendant tout ce semestre-là qui m'a donné énormément de matériel qui m'aide aussi pour comprendre comment se fait le restauro en Italie, du coup. Et Ouais. Là, je prends une pause. Comme je te disais, le dernier truc, c'était le 12 juillet, donc je suis... C'était pas invivable, hein, ça se faisait... franchement, ça se fait bien, ce projet-là, et c'est mieux qu'un projet d'archi normal où, en gros, t'as des planches, tu vois, t'as des recherches historiques, t'as des recherches un peu territoriales, t'as des recherches plus sur les dégradations des parois, des trucs comme ça. C'est des trucs relativement scientifiques. Du coup, on va dire que t'es pas... Quand tu produis un truc, tu vas pas y revenir 90 000 fois. Donc, c'est pas... T'as pas un gros stress comme tu peux avoir dans un projet lambda d'archi. Ça se fait, quoi. C'est quoi? Donc voilà, super intéressant, et voilà. Juste une petite question, c'est quoi un restauro en fait? Parce que la restauration, en fait, okay, je dis vraiment restauro, je fais exprès de dire restauro parce qu'en fait, t'as le restauration, ça pourrait dire restauration, mais le truc, c'est qu'ils voient tellement les choses différemment en Italie. C'est proche, mais pas tout à fait. Parce que restauration, nous, en France, on a cette logique de... on a eu notre Corbusier et tous les trucs là, et en gros, la restauration, c'est soit... c'est forcément école de Chaillot. Voilà. L'école là, t'as pas... On est d'accord. Est-ce que vous avez eu des cours, genre la question, en termes d'histoire ou n'importe... Même un cours spécial qui parle un peu de restauration, vous avez eu quelque chose déjà? Si, j'avoue qu'en première année, nous, on a eu un... En fait, on devait... Enfin, je sais pas si vous l'avez eu, mais on devait faire toutes les mesures de l'école avec et tout ça. Et du coup, on a eu juste un cours avec un gars qui avait fait l'école de Chaillot et qui expliquait le patrimoine un peu. On a eu aussi un autre cours où ils expliquaient un peu le patrimoine, comment ça marchait en France, comment c'était classé par exemple les monuments. Mais ça tient juste en 2 cours, quoi, c'est pas non plus... Et vous donnez pas de technique de restauration, les trucs comme ça, ou comment ça se fait un projet? Non, après, vraiment non. Juste des apports théoriques, quoi, politique. C'était... Enfin, vraiment, le mec de l'école de Chaillot, il nous a vraiment expliqué ça très basiquement, en disant, ouais, bon, ben, alors, un lasermètre, ça s'utilise comme ça, on utilise ce genre d'outil-là et ce genre d'outil-là, mais enfin... Voilà, quoi, c'était pas non plus... On vous a jamais parlé de laser scan, de ah si, ça, ouais, ils nous l'ont évoqué, ça. C'est le fait d'avoir une espèce de machine qui tourne là et qui prend tout, qui relève tout autour. Ouais. Enfin, lui, il était un peu contre, mais bon. Enfin, il était un peu contre ça, apparemment. Il était contre ça? Bah, je crois que je sais plus ce qu'il raconte. Enfin, bon, peut-être qu'il était un peu arriéré, mais. Ouais, bah, Chaillot, quoi, j'ai envie de te dire. Tu rentres. Non, mais tu rentres en faisant quand même un concours où tu refais. Enfin, t'as une épreuve pas possible, je crois que t'as un des concours où tu rentres. Faut que tu fasses tout à la main, tu vois. Je comprends, tu vois, c'est normal que t'aies un truc comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont très réac, en fait. Ils ont du mal à. Parce que, tu vois, par exemple, moi j'ai fait un stage où justement j'ai été le premier stage que j'ai fait en Italie, donc qui compte parmi les 4 mois de stage que tu dois faire. Après, en master, tu dois faire 4 mois. Et moi, t'as le droit de faire 2 mois en recherche, ou 2 mois dans un truc un petit peu lié à l'archi, mais qui peut être un peu autre, et 2 autres mois un peu obligatoires en agence, qui ne comptent pas dans la césure. Ah, bah génial. Non, j'en ai fait déjà 2, donc c'est bien, mais il va falloir que quand je reviendrai à Lyon, il va falloir que j'en refasse d'une manière ou d'une autre en Italie. Yes. Ou en Italie ou en France, j'en sais rien, je sais pas comment ça va se passer, mais les stages que je vais faire là ne comptent pas. C'est la joie de l'école de Lyon. Et du coup, parce qu'il y a d'autres écoles qui permettent de le faire. Mais du coup, ouais, effectivement, il y a ces deux. Donc vous avez quand même eu un petit peu de notions pour savoir comment s'utilise, parce que c'est lié à votre
à votre cours de relevé. Nous, si tu veux, on avait eu une étude premier projet qu'on avait eu, je crois, c'était une espèce d'étude de cas d'un truc que tu verrais dessiner. Moi, j'avais eu un nous projet aussi, on l'a de eu. sa maison. Vous avez eu ça aussi? Ouais, Ok, c'est bah, nous, tout on a le eu premier. cours de relevé, Ok. D'accord. mais du coup, ouais, ok. Bah, du coup, voilà, par rapport à ce que tu disais, restauro, j'utilise vraiment comme ça parce que dans la conférence qu'on a vue au Leçon de Rome, enfin, je pense que vous étiez tous morts et je le comprends, ils utilisent tout le temps restauration, restauro, mais en disant, tu vois, restauration, quand tu traduis restauration, quand tu parles de la restauration qui se fait en Italie, que tu la traduis en français, c'est quand même pas la même chose parce que si tu veux, nous en France, on reste quand même très conservateur, très quand on parle de restauration. Ou alors on va parler de réhabilitation. Parce que réhabilitation est plus, effectivement, tu vas redonner à un édifice qui n'est pas forcément historique, qui peut être historique aussi, une nouvelle fonction. Mais le restauro, en Italie, c'est vraiment l'idée de... Tu as la partie restauration française qui est très conservatrice, tout ce que tu veux, parce que ça dépend de l'édifice, et tu as une partie vachement plus contemporaine. Mais avec tout, je trouve, c'est mon point de vue, avec tout l'outil d'analyse que tu vas avoir pour faire un diagnostic pour un bâtiment, des monuments historiques et des trucs comme ça. Enfin, il y a une énorme attention portée à ça en Italie qui est assez belle. Même laisser, tu sais, par exemple, tu vas laisser des fissures, des cicatrices visibles et des trucs comme ça, parce que ça, c'est l'école même de Florence, qui est un peu comme ça, qui va te laisser vraiment toutes les séquelles et toute l'histoire du bâtiment, mais avec des interventions, avec du neuf, en fait. Vraiment fait finement, quoi. C'est un truc qui est un peu fou, parce qu'en Italie, si tu veux, ils ont tous des cours de restauro quasiment déjà dès la licence. Ça dépend des écoles. Mais en tout cas, voilà, tout un projet de restauro, je crois pas qu'il y en ait, même en France, j'en ai pas connaissance à proprement parler. Après, c'est peut-être ce qui se passe à l'école de Lyon, qui est intéressant, par contre, c'est le laboratoire Maparia. Je sais pas si t'en entends parler. Oui, c'est qui est un peu caché, on sait pas trop ce qu'ils font là-dedans, mais en fait, ils sont très outils de relevé, très outils informatiques et trucs comme ça, donc tout ce qui est nuage de points et ces trucs-là, ils sont assez balèzes. Enfin, je pense que tu as connu Kevin Jacot, peut-être? Oui, j'ai eu quelques cours avec lui, je crois, ouais. Et bah, du coup, il a fait toute une thèse, en fait, sa thèse de doctorat, c'était sur les relevés des fortifications bastionnées, et je crois qu'il a fait un gros travail sur ces trucs-là, et en fait, ça, t'as beaucoup de spécialistes aussi en Italie, ils sont très très en avance sur ça, et parce que justement, tout ce qui est laser scan, total, des trucs comme ça, enfin, un semestre de cours sur ces trucs-là pour comprendre comment ça marche, et c'est complexe, mais quand t'as compris, c'est pas c'est répétitif, quoi, comme truc. Mais voilà, du coup, c'est ma grande différence avec je sais pas si c'était clair ou pas. Si, mais c'est vrai que je me souviens que dans la journée de conférence qu'on avait eue, c'est vrai, un des trucs qu'il disait, c'était quand même que le rapport au patrimoine était très différent en France et en Italie, quoi. Que déjà, dans les écoles italiennes, l'histoire et le rapport au patrimoine était beaucoup plus mis en avant que peut-être chez nous, dans les écoles d'archi déjà. Disons qu'ils ont cette espèce d'héritage. Enfin, il y a un blocage, il y a un pour et un contre dans ces trucs-là. C'est qu'ils ont vraiment un gros... Et comme nous en France, mais c'est juste qu'on ne le met pas à ce point sur les épaules que cet héritage historique. Après, voilà, c'est-à-dire que si tu fais un projet d'archi qui n'a pas un lien plus ou moins avec l'histoire de l'endroit, parce que de toute façon, tu as du patrimoine partout ici, enfin, c'est un truc de malade, comme en France, hein, mais c'est juste que c'est moins pesant, on va dire. C'est un peu moins pesant mais ça se fait quand même, hein, mais je trouve que moi, j'avais fait un stage en deuxième année, là, le stage que tu es en train de faire, j'avais fait à Strasbourg, où c'était une agence qui faisait principalement de restauration, en fait, pour le coup. Mais non, ils disaient pas restauration, mais c'était de la réhabilitation. Ok. Du coup, voilà, j'ai vu les outils qu'ils utilisaient, on a tout fait à la main. Enfin, moi, je me souviens, on avait juste utilisé le laser... le lasermètre. Voilà, ce truc-là, et je me souviens du relevé que j'avais dû refaire après derrière, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, quand j'ai vu les outils qu'on pouvait utiliser maintenant, mais qui coûtent quand même quelque chose, bah, tu te dis, waouh, ça aurait été quand même assez différent. Mais il y a beaucoup de... Ça se fait quand même en France, mais c'est juste que c'est pas pareil. Après, là, je te parle de non-expérience, certainement, il faudra que je me renseigne un peu plus sur ce qui se fait en France par rapport à ça, mais... Je t'avoue que je suis un peu plus sur le parti italien, mais là, je suis en train de me dire qu'il faut quand même que je revienne un peu en France pour faire un peu un mix. Ok. Pour reconfronter les deux. Enfin, voilà. D'accord. Parce que après ce premier stage là en agence où vous faisiez de la réhabilitation, t'en as refait d'autres? Non, j'ai pas pu. J'aurais voulu, mais j'ai pas pu parce que je bosse l'été.
Ok. Je bosse l'été pour avoir des sous, quoi. Donc du coup, je peux pas trop, j'ai pas pu multiplier de stages. Du coup, c'est aussi pour ça que je pense à l'année de césure, parce que disons que si je veux me faire plus d'expérience pour me donner un peu un point de vue, Ouais. faut que je coupe d'une manière ou d'une autre avec les cours et il faut que je me prenne ce temps-là, en fait. Sachant que si jamais, voilà, là, je suis partie pour 4 mois, si jamais je me rends compte que je suis un peu à court en termes de sous, des trucs comme ça va se passer en mode je vais aller me prendre un taf à côté et je bosserai mon mémoire à côté le soir, les week-ends, des trucs comme ça. Mais c'est un peu justement pour me laisser du temps pour ces stages. Ok, ouais, je comprends. Justement, à cette Agenzia del Demanio, je suis en train de voir j'ai réussi à les contacter au mois d'avril-mai, je crois, pour essayer de faire un stage chez eux. Justement, pour rentrer chez eux, parce que c'est quand même une entité un peu particulière, ou au moins essayer de les rencontrer. Après, voilà, le truc, c'est que leur problème, c'est que ils disent qu'ils n'ont pas les instruments pour prendre des stagiaires, mais ils m'ont appelé exprès pour me dire qu'ils aimeraient quand même me prendre en stagiaire, d'une manière ou d'une autre. Du coup, voilà, faut que je les rappelle fin août, on verra bien, et ça serait certainement sur fin d'année scolaire prochaine, quoi. Mais on verra bien. Ouais. Ça serait pas négligeable, j'imagine. Ok. Ouais, et aussi, je voulais savoir un peu, mais du coup, dans la notion de patrimoine, en fait, est-ce qu'il y a vraiment que ce qui est bâtiment et qui rentre, enfin, est-ce que c'est que bâtiment historique? Est-ce qu'il y a aussi, enfin, c'est assez large comme terme, je pense. Ouais. Donc, je sais pas trop quoi mettre dedans, quoi. Je sais pas. La question est un peu brouillonne. Je suis confrontée au même problème quand je suis au rapport d'études. Exactement au même problème. Genre, le rapport d'études, ça a été un truc où je suis allée voir Bastien Couturier. Oui, je veux voir aussi. Je suis allée le voir à un moment donné, je lui ai demandé un peu d'infos parce qu'il était en train de faire sa thèse de doctorat et il m'a donné quelques bouquins, un bouquin particulièrement qui est dans je crois que je l'ai mis dans ma bibliographie, qui est vachement, qui t'aide à faire un peu un lien à comprendre un peu ce que c'est le patrimoine, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très nébuleux. Si tu veux, le patrimoine, la notion de patrimoine, elle est née à Sienne en 1300. Okay. Un truc dans le genre, dans les premières chartes, en fait. Tu sais, si on parle de la charte d'Athènes, nous, souvent, on en parle seulement pour la partie petit voyage en bateau entre archives super connues et tout ce que tu veux. En fait, il y a eu des grosses avancées dans la restauration et une grosse connerie qui a été, enfin une grosse connerie, on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais l'utilisation pour renforcer les bâtiments du béton armé. Qui a eu en fait une conséquence de renforcement, mais en même temps, il n'y avait pas forcément de collaboration entre les matériaux. Du coup, des fois, ça se détruisait et quand tu enlevais ce béton armé, ça pouvait encore plus détruire ton bâtiment. Bon, bref. Chose sympathique, mais il y a eu en fait, toutes ces chartes-là, t'en as eu plein, on a des tonnes, qui en fait ont de plus en plus complexifié la notion de restauration, qui à la base était quand même liée à la conservation de patrimoine, qui était quand même liée à l'idée de conservation de biens communs. C'est aussi pour ça, si tu veux, c'est aussi pour ça que je parle de démocratie patrimoniale dans mon truc, c'est que finalement, le patrimoine, ça dépend beaucoup de qui l'a dit et de son sens. Parce que tu sais, par exemple, là, dernièrement, il y a eu le Prosecco. Dans les derniers trucs qui sont rentrés dans le patrimoine de l'UNESCO, le Prosecco. Ouais. Et toutes les vignes qui sont liées au Prosecco et ces trucs-là. Il y a eu en France aussi, il y a eu des îles et des trucs comme ça, des îles un peu proches dans l'océan Indien, il me semble. C'est un Indien Pacifique, un des deux, enfin je sais plus, en tout cas proche des terres australes. Et en gros, les terres australes françaises du coup, en fait là tu vois, tu parles d'îles et des trucs comme ça, c'est que le patrimoine à l'origine était quelque chose quand même plus pour moi lié à du bâtiment, et au fur et à mesure c'est lié à l'idée de bien commun. Qui est bien commun, culture commune, éléments à protéger, qui, avec la notion de patrimoine immatériel, c'est compliqué. Se complexifie les choses. En fait, c'est aussi pour ça que j'utilisais le terme de patrimoine, démocratie patrimoniale, parce que ça dépend aussi du régime dans lequel tu es. Parce qu'un truc qui peut faire patrimoine à un moment ne peut plus le faire à un autre moment. Tout dépend des valeurs des gens, tout dépend de ce que les gens partagent entre eux. Tu vois, si par exemple on était né dans une société qui... alors, je vais faire ma grosse communiste, mais bon, imagine on n'était pas dans une société capitaliste où l'argent aurait tant d'importance et des trucs comme ça. On serait peut-être dans un monde où où la chose la plus importante serait, je sais pas, allez, partons dans un truc environnemental ou des trucs comme ça. Les bases sont quand même un peu différentes. On est sur quelque chose qui serait
les choses qui prendraient valeur seraient un peu différentes. Après, à un moment, le patrimoine est quand même un peu protégé de ce truc-là. C'est juste ce qui fait patrimoine et un truc qui, c'est un processus en continu en fait. C'est compliqué. C'est souvent t'as des. Moi je trouve que si tu veux, je t'enverrai une espèce de slide. Je sais pas si je peux peut-être te faire une partage d'écran. Ouais. Je regarde. Parce que j'avais essayé de faire un schéma justement pendant les leçons de Rome pour te dire parce que pour moi aussi c'est compliqué. Enfin, je pense que pour tout le monde c'est quelque chose qui n'est pas très. Non, puis j'imagine, chacun aussi a sa façon de le voir et il doit y avoir aussi un peu des conflits en disant ça c'est du patrimoine, ça c'est pas du. Enfin, ouais. Chacun aussi sa version de le voir. Ouais. Je sais pas si tu te souviens de ce machin-là. Ouais, si, ouais, je me souviens. La poutre treillis, j'ai trouvé ça très drôle. En gros, si tu veux, ce qui est assez utile, c'est de se baser sur des gens qui ont déjà écrit des trucs. Moi, je me suis basée sur un mec qui s'appelle Jean-Louis Tornator, qui est un chercheur à Metz. Okay. Et l'idée, c'est que l'esprit de patrimoine, et il parlait d'un truc qui est la valeur patrimoniale, qui sont, en fait, l'esprit de patrimoine, c'est un truc qui est avant même l'idée de ce qu'est le patrimoine. Un truc que tu peux toucher en fait directement, que tu peux nommer ou quoi que ce soit. C'est un certain nombre de choses qui a besoin d'être décrypté, d'être traduit d'une manière en une valeur patrimoniale. C'est un certain nombre de facteurs. Par exemple, des gens qui ont l'habitude de faire telle chose. Je sais pas, imagine c'est la première fois que j'essaie de l'expliquer en mode un peu vulgarisé, mais imaginons un truc. Ils ont l'habitude de faire des tartes aux pommes. Ouais. Voilà, mais des tartes aux pommes, ils font plein de tartes aux pommes tout le temps. Ils ont un jour spécifique où ils font une tarte aux pommes et ils continuent à faire cette tarte aux pommes avec telle manière, avec un tel rituel ou des trucs comme ça. C'est devenu tellement habituel que ça fait partie d'eux. Et en fait, ça, c'est un truc qui n'était pas forcément conscient à la base. C'est un truc qui est un peu spirituel, un peu d'esprit. Et après, du coup, quand tu te rends compte de ça, tu le décryptes et après, tu finis par le traduire en une espèce de valeur qui deviennent en fait des critères un peu plus valutatifs et qualitatifs en fait, quantitatifs et des trucs comme ça. Enfin, c'est des critères qui après deviennent une valeur patrimoniale, si tu vois où j'en suis. Ouais, je vois. Et après, du coup, ces trucs-là, tu vas finir par le concrétiser, tu vas trouver un objet, tu vas pouvoir le nommer d'une manière ou d'une autre. Un objet qui n'est pas forcément touchable, hein, mais c'est... Et après, par contre, ce truc-là, c'est que le côté patrimonial, c'est que ça a un besoin de pérennité dans le temps. Donc il y a une notion temporelle quand même qui entre en jeu, qui est une continuité de conservation, et aussi parce que ça a été longtemps, une pratique qui s'est faite pendant très longtemps. Voilà, c'est par exemple, c'est un peu une idée de patrimoine qui est compliquée. Ouais, c'est ça. Mais là, je t'ai fait fondre le cerveau, je comprends. Non mais le coup des tartes aux pommes, ça m'a aidé, j'avoue. Il faut essayer de vulgariser, je pense, ce genre de truc, parce que sinon ça devient vite compliqué. C'est le problème aussi des articles scientifiques, de temps en temps, ils ont du mal, mais ce Jean-Louis Tornator, je trouve qu'il est assez bien. Et le critère, je crois que juste, comment t'écris Tornator? Juste histoire comme que j'ai... Ok, d'accord. Ouais, vraiment comme ça se prononce. Très bien, c'est noté. Et le Bastien Courturier, il avait fait vraiment des choses bien. Ok. Attends, comment ça s'appelle son truc? Alors Bastien Couturier, ouais, c'est que tu as l'occasion de le rencontrer. Oui, le bouquin, c'était le patrimoine. Quel patrimoine? Attends, j'essaie de te retrouver. Je suis encore en partage ou pas là? Je me rends pas compte. Ouais. Okay. Patrimoine quel... Pourquoi j'ai Johnny Hallyday à la Non, je sais pas. Ça fait partie du patrimoine, hein. Je pense. Oui, effectivement. Mais je me demande dans combien de temps on va mettre les albums de Johnny Hallyday dans le patrimoine. C'est pour te... En fait, je pense que ça va venir assez vite. Cette définition est tellement devenue un peu genre très plastique, très adapté. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de choses. Comment tout le monde le veut, des fois ça peut devenir presque grotesque en fait. Bah, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça. Ouais. Mais si je me trompe pas, je crois que la gastronomie lyonnaise, c'est dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, un truc comme ça. Donc, ouais, carrément. Il y a vraiment un peu tout qui peut rentrer aussi d'une certaine façon. Donc, Carrément. Et du coup, c'est ce livre-là dont je te parle, le patrimoine, oui, mais quel patrimoine? Bastien Couturier est là. Je crois que l'école là. Okay. Et il est là, la référence est juste en dessous, je te l'ai souligné en bleu. Ah, merci. Il peut t'aider à éclairer l'idée de ce que est un peu le patrimoine. Moi, il m'a beaucoup aidé, très sincèrement, il m'a beaucoup... Je crois que je base quasiment tout mon argumentaire de rapport d'études sur ça. Ah ouais. Après, voilà, t'as des gens un peu incontournables, je pense ils vont me parler un peu de Françoise Choé aussi, peut-être. Ouais, ce nom me dit quelque chose, ouais.
Moi, j'ai pas beaucoup lu pour ce rapport d'études, ça a été un peu une erreur, il faudrait que je me concentre un peu sur elle, mais en tout cas, voilà, elle a beaucoup de choses. C'est un peu c'est un peu une incontournable en France en tout cas. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, dans ce petit terme un peu galvaudé de démocratie patrimoniale, en fait, donc tu disais qu'il y avait des associations qui étaient impliquées. J'imagine qu'il y a la mairie. Enfin, qui est vraiment qui est impliqué parce que ça va, quand même des gros enjeux, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens. Mais Ouais, alors il y a effectivement tout dépend de beaucoup de choses en fait. Ce que tu veux quand tu pars du bâti, enfin surtout du bâti construit, parce que c'est surtout ça en fait, la grosse question qui se pose, c'est qui est le propriétaire. ok. Si c'est une entité publique, si c'est une entité privée, si c'est un truc public qui va aller vers le privé. En gros, c'est un peu ça qui est un peu compliqué. Moi, le Demanio, donc c'est public. La plupart du temps, normalement, mes études de cas sont la plupart du temps liées à où c'est la commune qui a ce patrimoine-là. Parce que souvent, ce qui peut arriver, c'est que tu as des processus où tu as un bien qui est abandonné depuis trop longtemps, ça peut revenir à la commune, ça dépend. C'est des mécanismes un peu juridiques, un peu compliqués. Mais en tout cas, voilà, le démanio, c'est quelque chose qui est forcément public, qui est statal en fait. C'est pour ça que souvent, c'était quand même des gros. C'est ça que ça veut dire, c'est le bien. En gros, dans le patrimoine public, tu as certains trucs. Tu as tout le patrimoine des communes, patrimoine des régions, enfin des provinces souvent, patrimoine du démanio, donc c'est l'État, qui est donc une petite partie finalement de tout le patrimoine qui pourrait être exploité en Italie. Et bon, en Italie, tu as l'église, mais qui est encore un autre truc, quoi. Et en gros, bah oui, effectivement, les acteurs, c'est que c'est un gros. Souvent, ce qui se passe, c'est que t'as difficilement une personne qui. Enfin, la commune va difficilement aller voir une personne disant ouais, machin, tu veux pas faire quelque chose. Ils vont faire des concours, en fait, plus ou moins. Des concours où ils vont te présenter, ils vont dire. Qui n'est pas forcément sous forme d'un concours d'archi. Ça dépend. Okay. Ça dépend. Ça peut être juste un dossier de motivation. Pour toi, tu es une association, qu'est-ce que tu voudrais y faire, comment tu veux développer ça. Ce Demanio, ce qui est un truc d'intéressant, c'est qu'il te donne des pistes pour te dire éventuellement ça, justement, tu pourrais faire ça avec ce bâtiment-là. Justement, ce qui était assez fascinant et que je trouvais qu'un architecte aurait toute sa place à l'Agenzia del Demanio, c'est qu'ils vont te faire ils ont fait tout un espèce de portfolio avec la description de chaque vraiment édifice, c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait, de chaque édifice avec sa situation, toute une analyse de site, une analyse économique, une analyse historique, plein de trucs comme ça, qui vont faire pour montrer justement le potentiel de ce bien-là. Donc en fait, ils vont un peu te tenir, ce qui est beau en Italie pour ça, c'est qu'ils vont un peu te tenir la main pour te dire ouais, tu peux faire ça. Alors, c'est aussi pour ça que je rentrais dans le Demanio faire un stage pour me rendre compte un peu si je judaïse vachement le truc ou pas. Mais en tout cas, mon impression que j'avais, c'était vraiment comme ça. Et du coup, oui, après, qu'est-ce qui se fait, c'est que souvent, ils vont choisir l'un des projets qui semble le plus approprié. Donc, ce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est que c'est quand même c'est dur d'évaluer qui choisissent en fait. Ils ont quand même une espèce de grille de critères qui entre quand même avec, tu sais, avec des trucs un peu vachement numériques. C'est presque machine, c'est un peu bizarre comme processus, mais bon voilà, tu as une grille quand même qui te présente à la fin en disant oui, il y a quand même le poids économique qui a une certaine importance, le poids de ton projet, ce que ça apporte à l'endroit. Tu as ça quand même qui est mis en place. Après, comment ça marche, s'il n'y a pas un peu de corruption, des trucs comme ça, j'en ai aucune idée pour le moment, mais en tout cas, voilà. En principe, c'est quand même censé être assez rigide et assez objectif, dans le fond. Il faut quand même qu'il y ait une certaine possibilité de faire le projet, tout ce que tu veux, parce que dans l'idée, c'est comme une location d'un bien de l'État, ou un bien public tout simplement que tu vas donner un peu à une entité qui quand même doit avoir les fonds pour le faire et parce que c'est quand même un certain avantage en fait c'est une concession du coup qu'ils font, cette espèce de location s'appelle une concession, qui vont le faire souvent pour très longtemps. Ils en ont deux instruments juridiques, t'as une concession pour 30, une concession pour 50 ans. La différence exactement, je me souviens plus, mais il y a une petite différence entre les deux. Et dans l'idée, c'est que soit tu payes un loyer très réduit, soit tu payes quasiment rien, pour justement laisser la possibilité à des associations de retaper avec leurs propres fonds. Et tu as aussi l'État qui, dernièrement, pour une réforme des régimes associatifs, justement, qui est très récente, ont mis en place un social bonus, qui, en fait, si tu fais un don à une association qui est en train de retaper un bien il est des déductions fiscales de ce truc-là. Tu peux être déduit, pas à 60%, il me semble, mais du coup, moi, je l'avais interprété presque comme un droit de vote pour dire, ouais, cette association, je vois ce qu'elle veut faire, elle peut m'aider, donc du coup, je vais la soutenir pour qu'elle puisse retaper ça.
Donc C'est un ils peu essayent comme ça de que j'avais valoriser ça, idéalisé. quoi. Ok. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que tu as ce rapport-là qui se fait, mais qui est quand même sur base de concours la plupart du temps. Et après, il y a quand même un dialogue toujours entre les deux, entre le Demanio et l'association, où en fait, malgré tout, elle reste. Si tu veux, ce que je trouvais, c'est que la position de l'État à ce moment-là est assez humble, parce qu'en gros, elle va laisser d'autres gens faire un projet et prendre les devants sur comment aider, donner des services à la population locale, mais elle va quand même garder un œil dessus parce que ça reste sa propriété. Donc c'est quand même plus gérable. L'idée, c'est pas de vendre et pas de se faire des sous absolument sur ses propres propriétés, ce que je fais plus ou moins la France en fait, pour le moment, parce que comment je suis ajournée. Et du coup, voilà, c'est un peu. Il y a toujours une tutelle quand même malgré tout de l'État. Ok. Voilà. Ça paraît normal quand même si c'est leur bien d'un côté. Si des biens, en plus, si c'est des biens qui ont vraiment une valeur culturelle, ça devrait rester dans le public, ce qui est quand même propre. Alors, tu as cette dynamique-là en Italie, mais tu as beaucoup de choses qui craignent aussi en Italie, où ils vendent effectivement à des entités privées, des trucs comme ça. Enfin, tu as beaucoup de dynamiques qui se font. Peut-être qu'effectivement, il faudrait que j'approfondisse aussi ces côtés-là, que je sache un peu ce qui se fait et quel pourcentage en fait représente ce que fait le Demanio-là. Mais c'est vrai que voilà, t'as beaucoup ils ont quand même besoin de sous, quand même pas, voilà, par rapport à une situation un peu compliquée aussi en Italie. Donc du coup, quelle est la proportion de ce qui se vend et de ce qui se fait en location comme ça, des initiatives de ce genre-là, je ne sais pas encore. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment du même ordre, mais ça me fait penser à Berlin aussi, vers le reste du bout du mur qui est, je sais plus comment on appelle ça. Ouais. Enfin, le reste du bout du mur qui reste. Ouais. En fait, il y a beaucoup de terrains qui appartiennent à la mairie de Berlin, mais comme ils ont besoin un peu de sous, ils le revendent à des promoteurs privés, etc. Ouais. Et du coup, ça fait pas mal de bruit parce que ça, d'une certaine façon, c'est peut-être juste un mur, mais ça a quand même une grosse symbolique, un gros héritage, quoi. Et ouais, il y a pas mal de manifestations, il y a pas mal de tags dessus aussi pour dire que c'est pas trop normal. Il y a aussi genre je sais pas si c'est des associations ou pas, mais ils font un peu des bars, c'est un peu des endroits assez sympas, faits de briques et de broc un peu. Et des ponts et tout comme ça qu'ils font, souvent. Ouais, voilà. Et ils sont tous un peu sur la sellette parce que il y a cette pression là derrière je crois qu'il y a le Holzmarkt, je crois que ça s'appelle comme ça, qui va fermer parce que ils préfèrent vendre ça beaucoup plus cher pour un promoteur immobilier pour avoir des sous plus vite, quoi, plutôt que de promouvoir un peu des choses plus culturelles ou plus, voilà. Donc, je sais pas. C'est marrant parce que c'est quand même une ville assez. C'est un peu une ville what the fuck, cette ville. Donc, disons que je pense que. Mais c'est bizarre parce que après, je pense que j'espère que si on parle de promoteurs qui vont faire des biens immobiliers, j'espère qu'ils vont quand même considérer la zone de protection du mur, quoi, parce qu'après, quand même, une grande partie de Berlin est protégée, donc c'est assez, je crois, je l'imagine vu l'endroit où on est. Oui, mais on sent que ça commence un peu à émietter, à se rapprocher un peu de plus en plus, en fait. Je crois que ça s'appelle Urban Spree, je sais pas quoi. Parce que, Spree. Parce que, ouais, en fait, le fleuve qui passe, ça s'appelle la Spree. C'est S-P-R-E-E. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre. Mais après, ça, c'est ce qui est encore un autre problème, ça. Oui. C'est pour ça que quand j'avais fait un truc aussi dans le rapport d'études, j'avais étudié la logique de la cartolarizzazione, qui est en Italie, qui est en fait un découpage, en fait, vente à la découpe de biens publics qui se faisait en fait avant Demanio, justement, et qu'ils ont arrêté de faire ça parce que Rome, par exemple, n'était plus viable au centre-ville, qui n'est encore pas viable au centre-ville dans le sens où ça coûte trop cher. Alors des Romains ne peuvent plus vivre à Rome, et il y a juste une loi qui est sortie dans les années 80, je crois, où des gens en fait ont fait du squat dans un édifice abandonné au Trastevere. Et du coup, dans cette qui est en fait presque centre Rome, plutôt sympa le quartier, en fait ils ont fait du squat et ils ont commencé à rénover l'endroit tout seul. Et à la base, ils auraient pu être, ils ont été menacés d'expulsion, ils ont été menacés de plein de choses comme ça. Le truc, c'est qu'ils se sont rendus compte, la mairie s'est rendu compte que finalement, c'est bien pratique des gens qui s'en occupent de retaper les biens, parce que bon, c'est bien quoi. Et en fait, ils ont fait une loi qui s'appelle la loi de l'autorecupero,
donc l'autorécupération, qui est une loi qui en fait te permet, si tu te constitues plus ou moins en consortium de... Ça remarque? Ouais. Attends, j'ai plus de batterie. Ah, ok. Oui, il y a cette logique-là. Du coup, en fait, ils ont fait cette fameuse logique de la carte Ils ont, voilà, cette loi de l'autorécupéro, c'est quand même un truc qui est issu des initiatives un peu justement sociales, qui à la base se sont même mis en danger pour ça, et à la fin ils se sont rendus compte qu'il y a une collaboration qui pouvait se faire. Il y a un mec à l'ENTPE qui travaille sur ça aussi, Ok. qui s'appelle Yann Maury, avec qui j'ai essayé de contacter, mais en fait on n'a jamais réussi à se croiser, donc du coup j'ai pas eu d'informations, mais je me suis beaucoup basée sur lui, sur ses écrits, parce que je trouve pas mal de choses sur internet, même des vidéos, ça c'est marrant. Mais voilà, c'est encore un autre pan. J'ai une amie ici à qui j'en ai parlé qui risque de le développer dans son mémoire d'une manière ou d'une autre, donc ça peut-être cool, on pourrait se recroiser. Et du coup, voilà, il y a une petite initiative un peu sociale comme ça qui peuvent se faire, qui peuvent faire un peu changer les choses en partant du bas, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est l'idée que tu pars de la terre un peu, et comme ça, enfin, tu pars du bas et tu peux se passer des choses aussi pour impacter à un niveau un peu plus important, quoi. Parce que de toute façon, on sait bien que ça commence à devenir compliqué à gérer. Et Internet et toutes ces choses-là, c'est tellement... Enfin, à mon sens, c'est devenu tellement des mondes difficilement gérables à une échelle grande, comme celle des États, des choses comme ça. Donc, enfin, même nous, dans notre vie quotidienne, je trouve que, tu sais, tu te retrouves avec 500, 700, 600, 1000 amis sur Facebook et des trucs comme ça. Déjà, quand dans ta vie quotidienne, tu arrives à garder le contact avec 5 personnes, c'est déjà un miracle. Enfin, c'est pas gérable comme truc. C'est un truc qui... Ouais. Enfin, toi, je pense que tu fais partie d'une génération comme moi. Moi, j'ai eu Facebook à 12 ans. Donc, j'ai grandi avec Facebook quand je me suis rendu compte. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi, mais quand j'ai vu il y a pas longtemps, ça fait 10 ans que tu es sur Facebook, j'étais. Je te parle de ça parce que franchement, je trouve que c'est lié, mais c'est vrai que qui est ma soeur, par exemple, qui avait eu Facebook vers ses 15-16 ans, tu vois, t'étais déjà un peu mûr. Moi, je sais que Facebook a eu des sales effets sur moi. Enfin, c'est le genre de truc où tu te dis, mais quand tu grandis avec ça, tu arrives vachement plus à prendre de recul. Et je pense qu'à partir de 96, enfin, ce qu'ils appellent la génération Z, je pense qu'on est quand même assez... On a plus conscience que beaucoup plus de monde des problèmes de ce truc-là, je pense. Et des problèmes comme des côtés positifs que tu peux en avoir, parce que tu as quand même certaines choses qui sont bien foutues dans Facebook malgré tout. Après, voilà, faut pas s'imaginer... Moi, il y a un moment où il y avait beaucoup de gens dans mon entourage qui s'imaginaient que c'était le lieu de développement personnel, donc il faut absolument comme Instagram, qu'il faut absolument se montrer, blablabla. Et arrêtez les gars, enfin, c'est un outil, quoi. C'est bien, c'est pratique pour faire des groupes pour l'école, c'est pratique pour faire des machins comme ça, pour trouver des trucs marrants, mais c'est vraiment pas un lieu de développement perso. Mais après, moi je trouve que c'est un énorme problème chez nous maintenant, c'est que les gens s'imaginent que c'est forcément le lieu, sa personnalité numérique, il faut absolument que tu sois ouf. Enfin, moi, dernièrement, je me suis fait un compte Instagram pour rigoler, je n'avais que de la merde dessus. C'était un test un peu sociologique pour voir si les gens allaient me contacter. Ça a bien marché, hein. Alors j'ai mis 2 photos direct. Hey baby, what are you doing? Oh là là. Je me dis, mais arrête. C'est quoi ça? Non, mais voilà, c'est un argument du pourquoi je pense au local. Peut-être que tu as même Pierre Gras aussi, local, global, tous ces machins-là. Je trouve que c'est très vrai. C'est juste que le côté local, je pense que maintenant, c'est très difficile d'agir sur un point de vue globalisé. C'est quelque chose qui est très compliqué parce qu'il y a trop de plans, pour avoir des choses concrètes en fait. Il y a trop de plans qui se développent et Internet a tellement une place énorme que les gens actuellement qui sont au gouvernement ne comprennent pas. Parce que je pense vraiment qu'on a besoin que nos générations qui ont grandi dans ça ont besoin d'y aller parce qu'on comprend mieux. Je suis désolée, je vois mon père, je vois mes gens de la famille, je vois des gens qui sont plus âgés, je vois leur utilisation de ces réseaux-là. Je pense qu'ils sont pas à la distance qu'il faut. Vraiment. Et je pense que nous, on a une distance qu'on doit accepter. On est une génération on a toujours vécu avec des ordi quasiment. Enfin, moi, j'avais peu de souvenirs d'une vie sans ordinateur. Et effectivement, je pense qu'on est plus capable de le maîtriser. Et par contre, de l'utiliser à bon escient. Et par contre, de se rendre compte que l'échelle locale est quelque chose qui peut agir. Enfin, on a plus conscience que c'est beaucoup plus difficile maintenant de faire quoi que ce soit au niveau général, quoi. Que si tu veux faire quelque chose, c'est ta petite graine toi
C'est aussi pour ça que je m'intéresse au côté social et ces petites initiatives qui partent des associations et qui peuvent après se répandre un peu plus au-delà. Surtout en plus, tu comprends mieux en Italie, parce qu'en Italie, de toute façon, ils sont pas unités. Il n'y a pas d'unité. C'est administratif, c'est tout. Enfin, comme je te disais, tu as d'une ville à l'autre qui parle d'une autre langue, enfin, du nord, du sud, du machin, de tout ce que tu veux. Chaque région est tellement différente que t'as pas cette unité qu'on peut avoir en France, parce que nous, on a une histoire centralisée. Et en fait, disons qu'en Italie, t'as ce truc-là qui te fait comprendre que de toute façon, localement, les choses fonctionnent un peu mieux. Après, voilà, t'as toujours des dérives, t'as tout ce que tu veux, tu peux avoir des petites... le problème aussi de l'effet village, où t'as des petits seigneurs et des trucs comme ça. T'as plein de risques, t'as toujours plein de risques dans toutes les échelles, de toute façon. Mais bon. Disons qu'actuellement, si tu veux que quelque chose se fasse, c'est plus à cette échelle-là, je pense que ça marche que attendre. Quelque chose qui, voilà, je termine par rapport à l'Italie. La grande chose que j'ai compris, c'est que nous, on attend des choses de l'État. Parce que j'ai dit à un de mes profs à un moment donné en me disant « Ouais, on peut pas nous envoyer des gilets jaunes, machin. » Je me ai dit « Écoutez, ça fonctionnerait pas, ça fonctionnerait même pas chez vous, parce que de toute façon, vous n'attendez rien de l'État. Du coup, vous faites des choses sans les attendre. » C'est aussi pour ça que je m'intéresse à l'Italie, parce que je pense que eux, ils sont plus aptes à être moteurs que nous, avec plus de temps. Mais nous, si ça se répandait en France, une idée dans le genre, ça irait super vite. Parce qu'on est justement centralisé, on est tout ce que tu veux, les choses vont très très vite. Mais par contre, on est toujours en attente de quelque chose que l'État tu sais vers qui aller en fait. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, c'est pour ça qu'il y a tellement de grèves, c'est pour ça qu'il y a tellement... Enfin, pour moi, c'est... Les gilets jaunes, ils vont tous dans la rue, ils disent le problème c'est Macron, parce que on sait tous qu'on est tous en attente de quelque chose de l'État. Ce qui est en Italie, s'ils attendaient quelque chose de l'État, ils seraient quand même mal barrés. Voilà. Ok. C'est une grosse différence qu'on a entre les deux pays. Vraiment. Ok. Moi, j'avoue que j'étais pas trop au courant de la mentalité entre. Tu sais, tant que j'y étais pas, je me rendais pas compte. Franchement, tant que tu y es pas, tant que tu parles pas avec les gens, tant que tu vis pas, franchement, et que tu t'y intéresses pas. Alors, je m'y intéressais déjà de base, mais dans mon rapport d'études, c'est que je nageais un peu dans du flou. Et je sentais vraiment un peu le besoin de partir pour me rendre compte. Et là, je reste justement pour moi, personnellement, en termes d'expérience professionnelle, parce qu'effectivement, l'archi, je me vois difficilement faire de l'archi hors de la restauration. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est mon dada depuis le début, je le savais. Et aussi pour voir effectivement si je pourrais pas rentrer dans des entités publiques, des trucs comme ça. Enfin, là, j'essaie de les manuaux, voir ce que je peux y faire. Je suis pas fermée à l'idée de faire archi. J'avais jamais pensé dans ma vie faire une année de césure avant de partir ici. Pour moi, c'était impossible. Je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas arrêter mes études. Après, quand tu vois que la plupart des étudiants ici entre 26 et 28 ans, tu te dis oui, ça va. Pas... c'est vrai qu'on n'a pas la même façon de faire les études entre les pays. Enfin, j'ai bien remarqué ça que en France, on aimait bien aller vite quand même. Oui, et je pense qu'on est parmi les Européens les plus rapides. Très sincèrement. Parce que... Et c'est très cool. Enfin, c'est très con parce que tu as l'impression que c'est obligé. Ouais, non, je suis d'accord. Super vite, alors que en Allemagne, c'est pareil. J'ai une pote qui est en Erasmus à Stuttgart qui elle me disait que voilà, la plupart des gens ont pareil entre 26 et 28 parce que de toute façon, ils sont censés faire des stages un peu dans tous les corps de métier, plus ils se font exprès des années, des semestres sabbatiques et des trucs comme ça, pour bosser. Et ils ont trop l'habitude de faire les deux à la fois. Après, c'était à ça que je pensais, c'était l'Allemagne. Mais ouais, il y a pas mal de pays aussi, je crois, genre en Autriche, après le bac, t'es obligé de faire soit un an de service militaire, soit un an de volontariat. En fait, ils t'obligent carrément, quoi. Et moi, je trouve ça pas mal quand même de voir autre chose aussi. Après, c'est personnel, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Mais après... T'en as fait, toi, du coup en fait, après mon bac, j'ai commencé à faire un DUT, bref. Mais ça m'a pas du tout plu, genre j'ai arrêté au bout de 3 mois parce que c'était pas du tout ma place. C'était un DUT génie civil, donc c'est pas si loin que ça de l'archi non plus. Mais j'aimais pas la façon dont c'était enseigné, c'était pas mon truc, quoi. Et du coup, j'ai fait le reste de l'année, en fait, en sabbatique, quoi. J'ai fait du volontariat un peu à droite à gauche, et après j'ai fait... Bon, en fait, vraiment, l'archi, ça m'intéresse, parce que en fait, j'avais profité de cette année-là aussi pour parler avec des étudiants, des profs. Du coup, ça m'avait pas mal aidé, et puis après, j'ai fait, vraiment, l'archi, ça m'intéresse beaucoup, et du coup, voilà. Donc, ça apprend pas mal de choses. En tout cas, moi, ça a été satisfaite non, vraiment. Je recommande à tout le monde de faire ça. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, puis on apprend à devenir un peu plus autonome, à prendre confiance en soi, et
c'est vrai qu'en archi, on a besoin de ça aussi, quoi. D'être un peu plus. Faut avoir des bases solides quand même pour y aller, parce que sinon. Bah, faut, comment dire, ouais, ou alors ça te détruit et ça te fait Mm. renaître d'une certaine manière. Je trouve, j'ai eu Ouais, beaucoup aussi. d'amis qui ont aussi ce cas de figure-là. C'est que c'est très peu d'études, je trouve, qui te mettent autant, qui te font à ce point tourner la tête, quoi. Enfin, c'est tourner la tête dans le sens où voilà, tu te remets souvent en question, tu te mets un peu à nu aussi quand tu présentes tes planches, parce que même, enfin, c'est chiant parce que même quand tu connais pas du tout les logiciels et les trucs comme ça, enfin, moi là-bas je connaissais rien, j'ai débarqué, je devais présenter des trucs, je me disais mais ça me plaît pas, mais c'est pas comme ça que je le vois, et donc du coup il faut que tu apprennes aussi à maîtriser les logiciels, il faut que tu apprennes à faire, enfin, ou à être vachement plus habile avec ta main, enfin, je trouve que vraiment la licence, je l'ai un peu souffert, moi, très sincèrement, pour te dire ce qu'il en est. Le rapport d'études a été une grosse bouffée d'oxygène. Malgré tout, la L3, même si elle est dure, très sincèrement, moi, mon S6, je l'ai adoré. Même si c'était, voilà, il demande beaucoup de taf, il demande plein de trucs comme ça, mais c'était vraiment, pour une fois, je me sentais, voilà, tous les trucs que j'ai appris, où de toute façon, j'y connaissais rien du tout au début, enfin, vraiment, j'y connaissais que dalle, j'étais un peu, oh putain, souffrance. Ça me plaisait quand même, mais bon, c'était dur, quoi. Après, quand t'arrives au S6, finalement, vu que c'est un peu après l'urba, c'est un peu une synthèse de tout ce que t'as vu, déjà. Donc du coup, tu te fais plaisir, tu te fais vraiment plaisir si tu bosses régulièrement, si t'es tranquille. Enfin, voilà, moi je t'avoue que je bossais je bossais vraiment bien. Je bossais des horaires sur la fin. Quand j'arrivais à 7h du matin à l'école, je partais à 20h. Et quand t'as pris le rythme, tu t'en fous, ça va. Oui. Tu récupères, tu vois, y a pas de problème. Mais c'est vrai que je m'étais fait une montagne sur la L3 qui ne mérite pas d'être faite. Enfin, c'est pas. Ok. Faut taffer, hein, clairement. Oui, mais bien sûr. C'est pas un truc infaisable, loin de là. Mais il y en a qui la vivent mal, très clairement. Après, il faut savoir aussi qu'en archi, je pense, dans les écoles d'archi, ce qui est chiant, c'est la limitation de la durée limitée, quoi. Une durée assez limitée malgré tout dans ton projet, donc voilà. La grande chance, par contre, de l'archi, c'est que c'est un truc qui t'ouvre la tête. C'est pas comme moi, avant, j'ai fait du droit et d'histoire de l'art avant de commencer. J'en ai fait un an. C'était une cursus un peu bizarre que tu avais à Lyon, et en fait, si tu veux, je me sentais que j'allais me spécialiser à Bâle, mais vraiment trop. Enfin, ça m'effraie en fait, cette espèce de surspécialisation, et en fait, l'archi, c'est le contraire, ça. Vraiment, ça t'ouvre des voies. Vraiment, c'est pas. Je sais plus qui disait ça, et je trouvais que c'était vraiment très bien. C'était. C'est une école d'architecture, pas une école d'architecte. C'est très vrai, je trouve, ce truc-là. C'est que ça t'apprend les choses, à voir le monde d'une manière différente, et ça veut pas dire qu'à la fin, tu seras architecte. Après. Oui, bien sûr. Mais je le vois comme ça aussi. C'est vrai que ça trouve beaucoup de possibilités. Mais je me souviens au début, quand je savais pas trop quoi faire dans ma vie après le bac, genre on me demandait souvent mais c'est quoi qui t'intéresse, etc. Et en fait, je savais pas quoi répondre parce que autant l'histoire ça m'intéresse, autant la psychologie, les sciences, bon, je vais pas dire que je vais en manger tous les jours, mais ça m'intéresse quand même. Enfin, et en fait, tu te rends compte que t'arrives en architecture, tu fais de la psychologie, tu fais de la sociologie, de l'histoire, tu fais un petit peu de maths, de la géométrie, quoi. Et en fait, touche un peu à tout. Au final, j'ai pas vraiment. Enfin, j'ai choisi un domaine, mais au final, en fait, plein de trucs que tu peux rallier à ça. Et c'est ça qui est trop bien, quoi. C'est ça qui est génial. C'est vrai que des fois, t'as l'impression que tu peux jamais t'arrêter à faire de l'archi parce que tu peux tout lier en vrai. Tu peux tout lier, tout ce que tu vis, tes expériences, c'est ça qui alimente ce que tu fais après parce que c'est de l'expression, quoi. Donc c'est. Quand tu fais de l'archi que t'aimes et pas juste de l'archi type promoteur, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose, on va dire. On peut pas toujours faire ce qu'on veut, hein, mais bon. C'est sûr. Disons qu'on verra bien, quoi. On sait pas. Ouais, on sait pas, c'est sûr. Bon, trop cool. Merci beaucoup. Ouais, on se rend pas compte du temps qui passe, dis donc, tant mieux. Merci vraiment encore d'avoir accepté, même si c'était très flou, etc. Mais ça m'a fait très plaisir et ça va beaucoup m'aider. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de vous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche.